Oui, donc il y a un truc qui m'a quand même assez frappé à Berlin, c'est que c'est difficile de faire la différence entre quelqu'un qui est simplement excentrique de par ses vêtements ou sa personnalité. Mais pour être tout à fait honnête, je dirais qu'il y a à peu près 20-30% de personnes qui sont défoncées et le reste c'est des excentriques. Et c'est très difficile de différencier les deux en fait ici. Mais je pense que ça s'explique culturellement parce que pendant longtemps ils ont été censurés, je dirais, au niveau culturel et au niveau festif, même musical. Pour sortir et faire des soirées, c'était très longtemps ça a été underground on va dire, pour se retrouver. Et donc c'est le bouche à oreille et exactement le même système que chez nous les teufs. C'est vraiment le jour même qu'on sait qu'il y a une bonne soirée et le seul moyen de trouver une bonne adresse, c'est de traîner dans les quartiers animés, dans les bars et de parler aux gens et comme ça on sait où ça se passe quoi. Et sinon là on va au Reichstag. Et ça correspond à quoi? Au Parlement, un des plus hauts lieux politiques de l'Allemagne. C'est qu'eux ils ont construit un immense dôme en verre qui surplombe le bâtiment, un petit peu comme à Hauptbahnhof, la gare centrale dans l'épisode 1. L'architecture moderne berlinoise elle se base quand même beaucoup sur le verre, sur les bâtiments que j'ai pu voir, hein, j'en sais rien. Et c'est vrai que ça donne un côté vachement neuf, vachement propre, parce que c'est épuré. On passe par là-bas? Ok. Vachement épuré, on voit tout à travers et c'est hyper lumineux. C'est ça qui est... Ça change de la grosse pierre massive dans les vieilles villes chez nous. Et donc on va aller... Ah c'est bon, c'est vert. On va aller au Reichstag en montant à pied jusqu'en haut du dôme. Alors plus on approche du Reichstag, plus on arrive du centre un peu politique de Berlin. Et l'architecture, on peut la voir ici, ça fait vachement futuriste. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, en fait, ça ajoute encore plus ce côté épuré. Et là, on arrive au Reichstag. Bon, Solène, elle s'est perdue, je sais toujours pas ce qu'elle fait là. À mon avis, c'est pour les horaires de visite. Et donc derrière cet arbre, on va pouvoir voir la coupole bientôt. Je sais pas si on dit coupole ou dôme. Aucune idée. En tout cas, ils ont des statues assez impressionnantes. Elles doivent faire 3 à 4 mètres de haut. Et là-haut, on voit la coupole où il y a des touristes qui se baladent déjà. Là, on lit pas mal de trucs sur l'histoire de Berlin. Et on est sur la période de l'entre-deux-guerres, la Weimar République. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a été instauré, on va dire, les premiers textes qui définissent les droits civiques des citoyens, ainsi que l'égalité devant la loi de tous les citoyens allemands. Alors, et ça a été écrit en 1918. Hein. C'est quand même assez tard, je trouve. Et en fait, dans la vie quotidienne, la vie politique quotidienne berlinoise, les campagnes politiques se faisaient dans la rue. Et en fait, les bagarres et émeutes liées à des conflits politiques étaient assez fréquentes. Là, on peut voir une image qui a été photographiée, j'ai pas la date là-dessus, mais on est sur la période 1918-1933. Et les partis extrémistes étaient quand même très répandus à l'époque, et chacun voulait asseoir sa domination politique, et ça se passait dans les rues. Il n'y avait pas beaucoup, c'était pas des débats organisés dans des lieux clos, etc. C'était avant tout des distributions de tracts et des discours avec mégaphone, etc. C'est dans ce contexte en fait qu'il y a eu beaucoup de partis différents qui luttaient pour la domination politique de l'Allemagne. Là, on a un listing de différents partis qu'il y avait à l'époque. Et juste pour se situer un petit peu, la Weimar République, elle a duré entre 18 et 33. Et en 14 ans, il y a eu 16 gouvernements différents qui ont dirigé le pays en 14 ans. Alors ce gars-là qu'on voit sur la photo, c'est Paul von Hindenburg. Il était surnommé l'empereur de substitution. C'est quand même assez péjoratif, mais il y a une raison à cela, c'est parce qu'à lui seul, en fait, il a contribué à la chute de la République Weimar, juste avant la Seconde Guerre mondiale que nous on connaît. En gros, il a utilisé tous ses pouvoirs pour en fait faire virer le chancelier, les ministres, dissoudre le Parlement,
Je peux vous dire qu'après tout ça, politiquement, c'est quand même un gros bordel. Là, sur cette photo, on peut voir un rassemblement dans la ville de Berlin où le peuple protestait contre le traité de Versailles instauré à la fin de la Première Guerre mondiale qui définissait l'Allemagne en tant que responsable principal et devait réparer les dégâts de guerre. Et en fait, les partis de droite et d'extrême droite de l'époque ont blâmé les démocrates comme quoi ils avaient abandonné les soldats sur le front et en fait étaient les principaux responsables de la défaite de l'Allemagne. Et avec ce genre de discours, d'année en année, les gens ont commencé à adhérer à ce mode de pensée, tout simplement parce que l'Allemagne devait chaque année débourser de l'argent et réparer les dégâts causés en Europe, et notamment en France, surtout en France. Et c'est comme ça qu'on a connu la montée de certains partis d'extrême droite. Alors là, on change d'époque, on est plutôt sur après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 89, la chute du mur. Là, il y a une image qui montre un citoyen allemand qui vote. Et comme vous pouvez le voir, là, il n'y a aucune enveloppe et il met directement dans l'urne. Le photographe peut clairement voir pour qui il vote. Tout simplement parce que à partir de 1950, la DDR, donc ça veut dire l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne soviétique, avait, pas interdit, mais tout comme les votes secrets en isoloir, comme chez nous en France. Et tous ceux qui voulaient voter de manière cachée dans un isoloir étaient d'office suspects et mis sur une liste de surveillance. Publiquement, tu votais, on voyait pour qui tu votais. Si c'était pas pour le bon parti, tu étais sur une liste. Et là-bas, tout au fond, on voit un petit truc là-bas. C'est la tour qu'il y avait à Alexanderplatz où on était hier. Là-bas, il y a le complexe hospitalier de la Charité. Alors je sais pas si son nom indique bien ce que c'est, mais Charité c'est écrit en français. Du coup... Ouais, alors à cette époque-là, il y avait des classes sociales et des gens qui ne méritaient pas, je mets des gros guillemets là-dessus, ne méritaient pas des soins. Soit parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, soit parce qu'ils ne représentaient pas les bonnes familles. Et donc ils ont créé ce complexe pour soigner toutes ces personnes. Maintenant, je sais pas trop c'est quoi son utilité en 2018, mais il est toujours debout. C'est une clinique universitaire. Non, universitaire, c'est quoi? Et des étudiants qui viennent. Donc c'est ceux qui font médecine, qui font de la pratique là-dedans, quoi. Vraiment les internes. Donc pour ceux qui ont déjà vu Scrubs, très bonne série à regarder. Au XIXe siècle, Napoléon marchait sur l'Europe et il décida de camper à Berlin son armée comme point stratégique. Et il pilla la ville. 21 décembre 1806, il y a à peu près 96 caisses d'œuvres d'art qui partent en bateau vers Paris. Et dans une de ces caisses, il y avait le char qui est là-haut. C'est un quadrège, ça. En tout cas, il y a 4 chevaux. Et c'est la déesse de la paix qui est là-haut avec... on dirait l'aigle prussien. Et la croix, je sais pas trop ce que c'est. Rail. Mais du coup, c'est devenu le symbole de la honte pour les Allemands.
You have mayo, ketchup and... Ok, ça marche. Le truc qui est marrant, c'est que le gars en face, c'est un Renoir. Mais quand je regarde son poulet, il reste de la viande dessus, c'est pas un vrai Renoir. Attendez que nos plats ils vont arriver. Il va rien rester dessus. Hein. Si tu veux, il faudra un petit silex. Je fends l'os en deux. La moelle. Et du coup, on a pris un soda. Elle m'a dit que c'était typique. Alors, déjà, rien que le mot frites. Et là, c'est sur quoi? Ça c'est terminé.